Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. Probablement la dernière chose que vous allez faire dans votre vie vu que les missiles nord-coréens sont en position. Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Mercredi 10 avril, il est 22h02. On a raté notre queue d'à peu près une minute pour le podcast Mac Québec, mais depuis le début, en fait, on est pas mal sur notre heure. Donc, le podcast Mac Québec, le show audio podcast technologique numéro 2 en audio. Le monde écoute encore l'analyse des geeks. On est peut-être numéro 3. Mais on s'en vient tranquillement. Là. Il a fallu qu'il débarque. Avec moi ce soir à l'animation du podcast Mac Québec, on a Jean-Michel Boily qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alexis. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Et tu seras notre Benoît Mercier ce soir et tu prendras les appels et regarderas les gens qui nous parleront via le Twitter. Mm-hmm. Et il y a Jean-François Roy, évidemment, qui est avec nous, qui va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais on a avec nous un invité de marque, Monsieur Jean-Philippe, qui ne retient pas son rire. Jean-Philippe Cardin est avec nous. Donc, Jean-Philippe qui est en tournée médiatique à travers la province. C'est clair. On m'a entendu ce matin à la radio de l'Université de Montréal. Yo. Yo. La fédération. Oui, c'est ça, à travers la fédération. À travers Radio Fédération. Donc, Jean-Philippe Cardin, organisateur du Geek Fest. Malheureusement. Oui, tant que ça, tu dors plus, ça n'existe plus, ça. Non, la dernière semaine, c'est là où tout se passe, évidemment. C'est comme, tout le monde se réveille, et fait comme, hey, je voudrais ça. Puis là, j'ai oublié de vous mentionner ça, puis ben, c'est ça. Fait que, stress incroyable, mais c'est le fun pareil. Donc, en fait, Geek Fest, 3e édition. Ouais. Première pour toi au niveau de... Ouais, c'est un reboot, tu sais. On est à une époque où tout est rebooté. Voilà. Donc, c'est Geek Fest 1.0 V2. Univers parallèle. C'est ça, on va dire. Mais c'est ça, on a une nouvelle gang qui, jusqu'à date, m'ont promis de ne pas avoir d'enfants et ne pas d'aller travailler chez Microsoft. Ben, en fait, Debbie fait partie de l'organisation un petit peu, je pense. C'est comme ma political advisor. Là. Elle a déjà eu l'enfant. Il y a Nano qui est né. C'est donc, ça. voilà. Elle agit à titre comme de tapeuse ses doigts. Là. Ben, en fait, c'est tout à fait vrai parce que tu as fait une grande place à Mac Québec dans le Geek Fest. On est bien content. Il y a 2 événements et une tentative d'événement. Donc, je vais expliquer. Les 2 événements, en fait, c'est à l'idée de Stéphane Vaillancourt de lancer mon nom. Il y a une bataille des mobiles, un panel qui s'appelle Bataille des mobiles qui va avoir lieu entre 11h30 et 1h. Ouais. Donc, en fait, vers 11h, en fait, on risque de repousser ça, petit scoop. OK. On risque de mettre le speech de bienvenue vers 10h30, question que toutes les activités puissent commencer à 11h. Excellent. Petite révision de dernière minute. Oui, il en faut toujours. Donc, il va y avoir là, en fait, 4 représentants des 4 grosses plateformes. Oui. Frédéric Harper va venir défendre sa propre plateforme Windows Phone. Il y a Benoît Chamontin qui va être là pour... faire pitié puis dire non, ne Blackberry. vous tuez pas! Ouais, j'ai commencé à lancer les hostilités sur Twitter cette semaine. Non, moi, j'aime l'industrie. Dude, le monde veut du sang, tu vas te faire manger. Rémi Couture, c'est ça? Non, pas Couture. Rémi non. Couture, c'est une star de film d'action. Renaud Lepage qui va venir défendre ardemment la plateforme Android. D'ailleurs, Debbie a un droit de shut up Renaud spécial. Okay. Donc, attention Renaud, si t'écoutes. Ça va jouer dans mon bar parce que je vais être là, je vais défendre l'autre partie de la plateforme fermée, la plateforme méchante, la plateforme Big Brother. Je vais défendre nos couleurs de iOS. Donc, les hostilités commencent là à 10h. Tu as dit 11h. À 11h. Et
les droits exclusifs de l'enregistrement ont été accordés à Mac Québec. Ça nous a coûté $1 million. Ouais, j'ai vendu les kidneys de mes enfants. non, mais ils sont neufs, là, ça s'est vendu, mon gars, de même sur Kijiji. L'autre événement qu'il va y avoir, et ça va être... En fait, on va podcaster en après-midi de 2h à 4h-ish. Dans la grande salle des exposants, tu nous as dit, tu vas nous trouver un petit spot. Mettez-vous dans un coin. Excellent. Électrique, puis, Donc, on va être là. Je vais être là avec Stéphane Vaillancourt du podcast Objectif Numérique. Et on va... en fait, on est là pour faire la promotion du GeekFest. Fait qu'on va communiquer avec Joël Martel, qui est à Chicoutimi, avec Maxime Tremblay, qui est à Rimouski, puis avec peut-être Benoît Mercier, qui va être notre correspondant au Festival de BD de Québec. On ne sait pas encore s'il va. Sinon, il va peut-être se joindre à nous. Sinon, il va relaxer, il travaille fort pendant la semaine. Oui, mais c'est le fun, justement. Je pensais à Maxime, que j'ai jamais encore eu l'occasion de rencontrer. Et que je salue vaillamment. Bonjour. Salut Maxime. Il était descendu à Montréal pour le podcast All-Star qu'on avait fait. Ouais, mais j'ai pas été. T'étais pas là. J'étais pas assez cool. Voilà. Et fait, trêve de plugage de GeekFest. Je voulais parler de la troisième. En fait, c'est une tentative d'événement. Ouais. Et je suis tombé sur une application en fait qui s'appelle Mosaic, qui est développé par le MIT. Et en fait, c'est un truc que je trouve vraiment chouette puis que je rêvais qu'il existe depuis un bon bout de temps. Donc, tu ouvres une photo sur ton iPad et si tu mets un iPad à côté, plugué avec sur le même réseau sans fil et avec la même application, tu passes ton doigt de l'un à l'autre, puis il y a un fil qui se fait comme quand tu déposes ton doigt sur le truc et quand tu t'en vas sur l'autre, et ça déclenche un peu comme Bump. Ça déclenche en fait la synchronisation. Ça donne en fait le cue aux deux appareils de dire « OK, toi, t'as-tu de quoi? Oui, OK. » Et les photos sont automatiquement resizées pour apparaître sur les deux appareils. Fait que là, tu pars ça, puis tu es capable d'aller les resizer aussi gros que tu veux. Donc, j'ai écrit aux développeurs, j'ai dit à combien vous vous rendez? Ils ont essayé jusqu'à 15, ça marche, mais théoriquement... Ça peut aller comme beaucoup plus que ça. Fait qu'on va être capable de faire une mosaïque. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est un preview. On va diffuser le nouveau logo de Mac Québec qu'on va présenter. Fait que les gens qui vont être là vont pouvoir voir le logo qu'on va faire apparaître sur le plus de iPad, iOS, iPad mini possible. On prend une grosse photo, on va filmer, ça va être super cool. Tentative d'événement, je ne garantis pas que ça va marcher. Ouais. Mais on va essayer, ça va être cool. Ça dépend du Wi-Fi qu'il y a. Exactement. Mais on va apporter notre propre Wi-Fi. On s'est arrangé avec nos amis de chez Rogers, puis on va apporter un kit. Parce que, comme j'ai répondu à quelqu'un ce soir par courriel, le Wi-Fi de l'hôtel est là. Je garantis pas le Wi-Fi de l'hôtel avec 300 geeks dans la place. Non, c'est ça. Puis avec 300 peut-être personnes connectées en même temps, c'est dur de faire fonctionner du Wi-Fi pour beaucoup de monde. Surtout des geeks, là, ça a tendance à péter la gueule. Tout le monde sur Netflix ensemble. Hein? Tout le monde sur Netflix. Oui, c'est ça. Tout ensemble, voilà. Sinon, en fait, on t'a fait venir parce qu'évidemment, il fallait que tu viennes nous parler de Apple. Parle-nous donc de ton Nexus 7. Non. Mais je peux te parler de mon iPhone que mon boss m'a vaillamment payé. Excellent. C'est le fun des boss qui payent des iPhones. Ça aide à comme accepter la plateforme. Mais tu es venu nous parler d'un jeu, en fait. Oui. OK. C'est quoi le nom du jeu? Ça s'appelle Artemis Bridge Simulator. OK. C'est un jeu Star Trek, mais pas officiel. Pas officiel, mais c'est le genre de truc que le développeur... le concept, il était là il y a 15 ans, mais le développeur a fait « Ouais, quelqu'un qui va avoir cette idée-là dans 5-6 ans. » Non, apparemment pas. Fait que il a fait « Bon, ben ça a l'air que je pogne pour le faire. » Fait qu'il a fait son jeu Artemis, qui existe depuis 15 ans. Ah non, pas depuis, il existe dans sa tête depuis 15 ans. Le jeu est là depuis quelques années. Là, ça fait peut-être 2-3 ans. Nous autres, on l'a découvert. En fait, j'ai fait découvrir... Moi, je rappelle l'historique. Mon historique personnel par rapport au jeu, c'est je me rappelle que le Twitter et la page de Z-Télé avaient fait un article là-dessus. J'ai fait, ça serait cool de présenter ça au GeekFest. Fait que j'ai fait une activité par rapport à ça au dernier GeekFest, il y a 2 ans. OK.
Là, le monde ont tout capoté ben raide sur le jeu. J'ai comme partie des ligues, apparemment. Oh! Oh, il y a du monde qui sont vraiment comme encore plus ardus que moi, là. Qui ont vraiment commencé à triper ce jeu. Puis ça a comme pris une vie de its own, là. C'est vraiment fantastique. Donc, c'est un jeu de simulation de bridge, de passerelle d'un vaisseau spatial. Et c'est à tendance, en fait, toutes les références sont prises pas mal de Star Trek au niveau des postes de commande, tout ça. Ouais, ça, t'as le Warp Speed aussi, Impulse, puis t'as tous les bons vieux Q, les phasers, les torpilles. En fait, on va expliquer, je pense, le principe de base du jeu. C'est premièrement un jeu qui va jouer en réseau local. C'est quelque chose qui est très rare de nos jours, parce qu'il faut être dans la même pièce ensemble, là, on s'entend, c'est... Ben, il y a ça, puis il y a la version pour les débutants comme moi, puis JF, Space Team, qui est très drôle. Mais moi, ce qui m'attire vraiment ce jeu, c'est que justement, il faut être tous en gang, sur le même réseau local, idéalement. Et chaque appareil... Le jeu est présentement disponible sur PC et sur iOS. Les deux versions se parlent entre eux autres. Ils sont gratuites? Non. Non? Le jeu... pour PC, tu payes 40$. Okay. Tu as une licence. Le jeu n'a pas de DRM, mais tu as une licence pour 6 personnes. Donc, ça revient à peu près à 7$ chaque. Ah. Pour iOS, évidemment, tu ne peux pas faire le même genre de bundle deal. Non. Donc, le jeu est à 2,99$ sur le... Ce qui est quand même très raisonnable, on s'entend. Tu fais une soirée le soir à ça. Tu as besoin de combien de personnes pour jouer? Ça peut... Je dirais le gros minimum, c'est 2. Genre un au poste de commande, un au pilotage, puis un aux armements. Plus un serveur, donc ça prend 3 machines. OK. Mais idéalement, ça, je dirais, là, parce que tu as capitaine, 6 joueurs idéalement, parce que il y a 5 stations. Il y a le pilote, il y a la personne au piou-piou. À l'armement. Nous autres, on appelle ça le piou-piou. Mm-hmm. On a la personne aux sciences, sa job, c'est de scanner. Okay. La personne aux communications, c'est ça. C'est comme le gros fil Twitter spatial. Là. C'est comme telle station est attaquée, tel ennemi, tu sais. Fait que puis il peut aussi insulter les ennemis, c'est vraiment très le fun. Et il y a l'ingénieur qui va crier qu'il manque de courant partout. Qui va essayer de réparer le vaisseau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, genre, tu peux dire more power to X system, puis il va dire ouais, give it all she's got, Captain. Ça a l'air vraiment cool. Il faut aussi une tablette. Ça peut être un iPhone ou une tablette. iPhone, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a certaines interfaces de certaines consoles qui sont plus ou moins, je veux dire... ça va être stacké, ça va être petit. Ça va être stacké, ça va être sur plusieurs petits écrans. Je pense qu'il faut que tu swipes. Oh, OK. C'est quand même relatif. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer extensivement. Moi, mon expérience est plutôt sur... Sur l'App Store, il y a des captures d'écran, là, ça a l'air petit. Il y a du stock là, sur l'écran. C'est sûr que pour l'iPhone, moi, mon plan, c'est vraiment de m'en servir comme serveur. Puis, comme le capitaine pourrait juste avoir le téléphone. D'habitude, le serveur, ça montre le view screen. OK. Donc, c'est sûr que le capitaine peut avoir son petit view screen dans sa main. C'est comme pratique. Généralement, de tradition, le serveur va être projeté avec un projecteur pour être le view screen principal. Oh, malade, ça va être mais cool, ça. Pour peut-être donner un feeling plus sous-marin, on s'entend, parce que les sous-marins, ça n'a pas de main bridge view screen. Mm-hmm. Fait que ça donne peut-être un petit feel encore plus... ça va donner un petit feel différent, parce que chacun va devoir se fier à ses instruments et non pas à ce qui est à l'écran. Ah, excellent. Ça a l'air d'être un excellent jeu, donc on suggère aux gens de le télécharger. Et il va y avoir une démo où, en fait, tu vas faire l'événement au GeekFest. Oui, c'est ça. Vers la fin de la soirée, là, autour de 20-21 heures, dépendant de... Avec la bière? On va voir. Oui. Oh, OK. En fait, on a permis d'alcool. Malheureusement, la salle où on joue à Artemis... tu peux pas emmener ta bière. Je peux pas. C'est ça. Mais vous pouvez vous préloader de bière, puis ensuite aller jouer à Artemis. De façon, avec l'équipement, je pense que c'est peut-être mieux de ne pas amener de bière dans cette salle-là. Excellent. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas encore de loi pour t'empêcher de piloter un vaisseau sous. Ça, c'est clair. Fait que t'es correct. Il y a de la place en masse. T'exploses personne. T'es correct.
Tu nous dis, le GeekFest, c'est quand exactement? C'est le 13 avril, c'est ce samedi. C'est ce samedi. Ce samedi. En espérant que le podcast soit édité et diffusé avant. Sinon, téléchargez ça le samedi matin, puis venez nous voir en après-midi. Vous pourrez venir écouter un Rough Cut live. Oui, effectivement. Sinon, peut-être juste une dernière affaire à plugger. Il va y avoir, fin de l'après-midi, il va y avoir mon ami Olivier et Zaha, notre fabuleuse infographiste, qui voulait faire une petite espèce de panel collaboratif pour plugger nos applications préférées. C'est une bonne idée. Il appelait ça « Vends-moi ton app ». C'est cool, ça. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'aller le faire un tour là si je suis pas en podcast. Ça serait cool. À toi quand c'est clair que je vais y aller. Mon application préférée en ce moment, c'est Space Team. Je pense que c'est l'application avec laquelle j'ai eu le plus de fun. Certaines soirées avec JF et Monsieur Ducharme, c'était assez drôle. Non. Sinon, à part de ça, il y a plein de choses à faire. Je vous invite à aller voir... Allez voir l'horaire, et comme on a mentionné, on a un permis d'alcool, donc on va la vente de bière sur place, et c'est pas juste de la... En fait, on n'a pas de bière cheap, on va avoir de la bonne bière. Dont de la Guinness. Oh, excellent. Donc, c'est de 10h le matin, 10h30? 10h, ouais, je dirais arriver un petit peu avant, parce qu'il va y avoir de la file pour pogner des billets. Donc, arriver vers 9h. Les billets qui sont 12$ en pré-vente jusqu'à ce jeudi. C'est-à-dire, c'est-à-dire demain matin, comme pas mal à soir. C'est ça. Les billets s'achètent sur le site web? Ça s'achète sur le site web. Sinon, juste à me faire un chèque, Jean-Philippe Cardin. Excellent. Les billets seront 15$ à la porte d'entrée. Oui, c'est ça. C'est très raisonnable. On a une journée paquetée d'activités. On a plein de monde intéressant qui vont venir parler de plein d'affaires et vous faire découvrir plein de choses. Il va y avoir la mascarade avec les cosplayers, dont on veut pas vraiment savoir quel âge qu'ils ont pour comme pas briser la magie. Mais qu'on peut pas vraiment leur demander quel âge qu'ils ont. C'est ça. Et tant qu'à plugger des affaires, en fin de soirée, on a nos amis Giz et Mustapha, ainsi que, malheureusement, j'oublie le nom de la troisième personne du groupe, mais dans leur groupe de musique, Murphy's Law, qui est un geek tribute band, qui vont venir nous jouer ça vers 8h dans le grand salon. Giz qui va faire un atelier aussi de pixel art en matinée. Puis Mustapha, c'est le magicien égyptien, c'est ça? Oui, non, c'est lui, c'est vrai. Il y a une channel YouTube qui est pas mal plus écoutée que la nôtre. C'est vrai. Non, Mustapha va faire le Art Battle. OK. Donc, il va mettre des artistes un contre l'autre avec de l'improvisation dessinée. Sinon, c'est ça. Puis après le groupe de musique, après la musique, on a deux DJ qui vont venir nous spinner ça. Donc, faire de la musique 8 bits. Entre autres, on a DJ Valérie Blindé qui va venir nous faire le côté plus techno musical. Et on a notre ami DJ Georges. Oh, de Radio Cochonnerie. De Radio Cochonnerie. Je veux dire, ça va être magistral. Je tiens à préciser, on a pris un éclairage style années 70 disco pour lui. Okay. Hier, on a été à l'endroit pour louer l'équipement. Et tu sais, il y a des spots pour les planchers de danse. Là. Puis là, le vendeur nous a dit ça c'est très année disco. Moi puis Olivier, on se regarde ce gars. C'est tellement ça. Donc, c'est ça. Donc, par la suite, c'est ça. Et aussi, toute la gang du Douteux qui va être là. Eux autres aussi, ils vont faire un enregistrement. Donc, vous pourriez faire quelque chose ensemble. On pourrait regarder ça, effectivement. On va y être, mais je pense qu'on s'est chargé assez la journée. On va, je ne sais pas si Jean-Michel va venir. Il y a Jonathan Moreau de Mac Québec qui va être là et notre ami Jean-François qui va venir aussi. On invite tout le monde à y aller samedi, le 13, à partir de 10h30. À 10h30, c'est là qu'on commence. Donc, arrivez plus de bonne heure, sinon vous allez pleurer. Ça finit vers quelle heure? Ça finit quand que ça finit. C'est 3 heures, on parle. Non, mais techniquement, il faut juste tuer le son vers 11h. On va avoir un petit after party par la suite si le monde sont fins. Okay. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça a fait plaisir. Plaisir. Puis on te rappellera s'il y a d'autres applications, Star Trek iOS qui viennent sur la plateforme. En fait, je sais qu'il y en a une couple de... Comment ça s'appelle l'interface? LCARS. Et un petit facteur d'intéressant, juste qui pourrait t'intéresser.
dans la série Star Trek Enterprise, Oui. tous les displays du bridge et en fait tous les displays de l'Enterprise étaient powered par des G4 Cubes. Ouh! C'est pour ça qu'il y en a une coupe qui brisait de temps en temps. Mais Il devait en avoir une gang, les gars devaient capoter, ils devaient les changer à tout bout de champ. Fait chaud sur un set en plus. Mais ça, vous irez voir. Je trouvais ça un petit peu intéressant. Parce que, justement, les designers originaux, Michael Okuda et compagnie, c'était tous des tripeux de Mac. Excellent. C'est Merci bon? beaucoup. Ça fait plaisir. Parfait. On va laisser Jean-Philippe se tasser pour laisser la place à notre ami Jean-François. J'ai trouvé un thème à Jean-François cette semaine. Je suis en train d'essayer de le trouver. Non, je l'ai pas. Ah, il est pas là. Attends une seconde. Faut que je charge ça. C'est trop beau. Jean-François, tu étais si gentil, Jean-François, je ne peux oublier ce jour-là. Bon, c'est assez. Le monde n'entendait pas dans le chat. Ah, désolé, on la rajoutera au montage, mais c'était la toune, si vous voulez vous donner une idée, c'est la toune Jean-François qui est présentée à Tout le monde en parle depuis 2 semaines. Ouais. À chaque fois qu'il y a des Jean-François qui arrivent sur le plateau. Si vous ne l'entendiez pas, vous m'avez vu enlever mes écouteurs, on l'entendait très bien. Jean-François. Je la mettrai dans le bass jock. La prochaine fois, ça va devenir ton thème, JF. Donc, JF qui se joint à nous pour, en fait, je vais juste vérifier si on a parlé de tout ce qu'on avait à parler. On a parlé du Geekfest avec notre ami Jean-Philippe. Oui. Et je voulais plugger, en fait, on le dit assez souvent, mais ce podcast est une info-publicité pour différentes choses. Entre autres, les services de Vincent Miller pour la programmation d'applications et, entre autres, mes services à moi à domicile. Mais mes services à moi ont changé. Et cette semaine, j'ai upgradé, en fait. Je me suis... T'as acheté un bureau? En fait, j'étais Wolverine tout seul, tu sais, à réparer les ordinateurs du monde puis fixer leurs problèmes. Puis là, je suis comme rentré dans les X-Men. Fait que les X-Men, c'est ClickPom, CLICKPOM, et vous pouvez aller sur le site web clickpom.com. Et c'est eux qui m'ont laissé utiliser mes bureaux, en fait, en quelque sorte. Ça va, ouais. Fait que c'est la salle de conférence de ClickPom et je suis très content d'être rendu ici. Donc, suivez ClickPom sur Twitter, partout. Messieurs, on va passer aux nouvelles. Je regardais si j'avais un thème ou quelque chose. Non, absolument pas. Parfait. Fait qu'on va y aller avec les nouvelles. OK. On va commencer avec... Ah oui, excusez. Ah oui, là, le micro. Excusez. Apple qui lance un nouveau brevet avec une armature extérieure d'iPhone en céramique qui pourrait être utilisé pour le rumoriser, c'est un mot que j'ai inventé. Ouais, c'est ça. Le iPhone low cost. It's not a thing. Ouais, c'est ça. Rumoriser, it's not a thing. Oui, c'est ça. En fait, vous le savez, je suis un tripeux des brevets sur lesquels j'aime mieux m'appuyer, en fait, pour savoir qu'est-ce que Apple va peut-être éventuellement sortir. Que des analystes puis du monde de Wall Street là, qui hey, Apple va sortir un pineapple. En tout cas, ça m'énerve. Mais donc, un case en céramique qui serait capable de fabriquer un peu à la même manière, c'est-à-dire unibody avec les techniques de fabrication industrielle qu'ils ont actuellement et qui serait, c'est ça, en céramique. La céramique, c'est pas fragile, ça? En tout cas, céramique. Quand on dit céramique, je pense à une tasse, mais quelque chose de même. Là, je pense à quelque chose que, c'est dans la cuisine, je viens d'échapper mon iPhone dessus, puis c'est elle qui a craqué. C'est ça. Fait que... Parce que aussi, il faut dire que j'ai vu une autre rumeur, moi, parce qu'on parle pas beaucoup de rumeurs, nous autres, que le prochain, s'il existerait un iPhone low cost, il serait en plastique. Le case serait en plastique translucide qu'on verrait à l'intérieur du téléphone qui serait comme 20 couleurs différentes.
OK. J'exagère, 20, là, on va mettre 10. Là. Mais c'est une rumeur que j'ai vue de même. Mais là, tu me l'apprends, celle-là, en céramique, parce que moi non plus, j'ai un peu de la misère avec la céramique. Je veux dire, t'échappes quelque chose dans ta cuisine, là, en céramique. Peut-être qu'il existe des nouvelles technologies de céramique qu'on connaît pas, mais présentées comme ça, là, en céramique. Là, tu l'échappes à terre, il va craquer. Là. Ouais, ça craquera pas, ça va éclater en 1000 morceaux. Mais c'est ce que je veux d'une tasse en céramique. Je veux dire, t'étais avec qui hier soir? Je suis classe, ça pète sur le mur. Il y a du drama, ça fonctionne. Là, elle pitch ton téléphone sur le mur. Ils ont trouvé une technique de fabriquer ça super solide. Il fait juste comme clonk qui tombe à terre. Il se passe rien. Ça se fait pas sortir le méchant, ça. Que moi, je serais pas d'accord avec un iPhone. De toute façon, je suis même pas d'accord avec un iPhone low cost. Je comprends pas le concept. Déjà, dans des pays industrialisés où le réseau fonctionne pseudo-correctement, des fois, le téléphone a de la misère. Écoute, amène ça, là, Swali ou je sais pas trop où, là, dans le centre de l'Afrique, où est-ce que les réseaux sont comme... ça se calcule pas en génération, là. Ils sont pas rendus à la 3G. Il y a le réseau GSM, là, contrôlé par le gouvernement. Là, puis, fermé avec une switch dans le bureau du président. C'est fermé la nuit. Puis, c'est ça. Voilà. Sinon, JF, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, excusez, j'étais en train de lire quelque chose dans le chat, fait que je perds le fil en même temps. Il y a la petite application Find My Friend qu'on utilise souvent, moi et toi, pour se géolocaliser t'es où, chez où, puis toute la patente. A eu une petite mise à jour la semaine passée. Elle est passée avec une nouvelle option que tes amis peuvent te dire quand est-ce qu'ils arrivent au point où ils sont supposés être. Non, en fait, c'est toi qui peux mettre un tag sur tes amis et dire « Je vais être averti quand cette personne-là arrive à tel endroit ou part de tel endroit. » Fait que là, je mets un tag sur JF quand il part de la job, puis là, ça apparaît, puis ça dit « JF vient partir de la job, fait qu'il devrait arriver d'ici tant de temps. » Puis je m'en mets un autre, mettons, tu sais, je pourrais te faire quand tu pars de ta job, puis quand tu arrives, mettons, ici, ben là, je suis averti des deux, fait que là, techniquement, je m'en vais en bas, puis je suis là quand tu arrives. Okay. Fait que c'est la petite fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. Mais la question, je me pose, y a-t-il du monde qui utilise ça, Find My Friend? À part moi pis toi, que moi c'est juste toi que j'ai qu'on l'utilise là, mais pas de rumeur. Mais non, mais je veux dire quand c'est lui mon chauffeur privé, tu sais. Fait que je suis obligé de l'avoir. Fait que mais je veux dire, c'est pas vrai se demander est-ce qu'il y a du monde qui utilise ça de la manière qu'Apple voudrait qu'on l'utilise là, c'est la manière qu'il le présente là, dans les keynotes, là, genre pour voir tout le temps tes amis sont où, là, c'est quelque chose que tu utilises au besoin là. La seule affaire que j'utilise pour vendre Find My Friend, c'est Find My Flow. Ah ben ouais. Puis genre, tu sais, le téléphone, là, il est dans les poches de ton fils, puis il lâchera pas, ça c'est sûr. Ouais. Ou son iPod Touch. Ben tu peux voir s'il est allé chez son ami qui disait qu'il est allé ou qu'il est allé à la discothèque ou quoi que ce soit. Fait que il faudrait qu'il rebrande la patente Find My Flow. Ben, ça prend un iPhone, il faut que ton enfant ait un iPhone. Ouais, c'est vrai. Ou un iPod Touch. Mais l'iPod Touch, il faut que tu aies été chez les parents, là, d'où c'est que ton enfant va pour configurer le Wi-Fi, pour qu'il se connecte et qu'il envoie les coordonnées. Là, ben, tu te fais un groupe d'amis qui font ça puis qui configurent, qui rentrent les parents. Donne-moi ton téléphone. Clic, accepter Find My Friend, inviter telle personne. J'avoue que c'est un petit peu, compliqué. C'est pas plus simple juste dire aux parents, téléphone-moi quand mon garçon arrive. Là, aussi, oui, c'est vrai que... Mais ça fait un peu moins Big Parent. Ouais. Voilà. Petite mise à jour, non. Là. Final Cut, Compressor et Motion ont été mis à jour pour outils de... Voyons, j'ai un blanc, là. De développement vidéo professionnel. Oui, les trois outils d'Apple. Genre à la Premiere Pro et tout ce kit-là. Ils sont rendus à la version 10.08. Oui. C'est pas juste des mises à jour pour patcher, hein. Ils rajoutent des fonctionnalités. C'est ça, tu sais, ils vont souvent dans leur forum et ils écoutent le monde, qu'est-ce qu'ils veulent comme option, parce qu'on sait tous que quand Final Cut X est sorti, le monde broyait leur mère, là, qu'ils ont tellement perdu d'options avec Final Cut 7. Mais c'est pas juste comme tu dis, des patchs de problèmes. C'est vraiment, ils rajoutent des options à tonnes.
Il y a beaucoup de monde, en fait. T'sais, ça en prend juste 2-3 qui gueulent comme faux. Puis après ça, le monde, ils font « Ah, je ne l'essaye pas ». Mais ceux qui ont essayé véritablement d'apprendre Final Cut, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont disparu. C'est un logiciel qui vient d'être programmé au complet. C'est un logiciel qui est jeune. En fait, on l'appelle Final Cut Pro X, mais c'est Final Cut Pro 1. C'est le logiciel qu'ils ont acheté il y a quelques années. Ils l'ont réécrit au complet. Et les gens qui l'ont véritablement appris et qui utilisent les fonctionnalités veulent pas lâcher Final Cut Pro X. Ça fonctionne bien pour faire du montage, pour le type de montage auquel Apple s'adresse pour ça. Donc, Final Cut Motion et Compressor. Et c'est en marge du NAB, le National, Broadcasting, National American Broadcasting Conference. On va en parler. En fait, on a quelques nouvelles de là. On fait une espèce de mini spécial du NAB. Et Apple qui va aussi lancer une campagne publicitaire pour ses produits professionnels. C'est déjà probablement lancé. Donc, il y a une page sur le site web d'Apple où il y a des professionnels qui disent « Je suis bien, bien content de Final Cut ». Ouais. Faut dire, ben moi, je l'utilisais. Là. Je l'utilise plus. Là, Final Cut? Oui. Mm-hmm. Mais ça fonctionne. Là. Je veux dire, ça fonctionne très bien. Là. On peut pas dire, par exemple, qu'on est des professionnels qui vont utiliser toutes les fonctionnalités puis le jus. C'est sûr. Là, Basic, c'est correct. Là, mais c'est bon. On va peut-être faire un épisode spécial à un moment donné avec un de mes amis qui l'utilise pas mal. Martin Resch, Save Solvent, sur Twitter, pour ceux qui veulent le suivre, qui utilise beaucoup les produits, fait des capsules pour Météo Média, tout ça, avec ça, des belles images. Ah, ça serait fun, ça. Ouais, ça serait cool de faire un spécial. On pourrait inviter les gens de Final Cut Montréal aussi. Ah, ben ouais. OK, on tombe, prochaine nouvelle, encore dans la rumeur, mais qui s'en vient probablement véridique. Apple qui lancerait son service de radio, le iRadio de Apple, prochainement, faire concurrence à les... À Énergie? Faire concurrence à quelque chose qui n'existe pas au Canada. Aux États-Unis, il y a plusieurs services. Il y a Spotify. dont Pandora, Spotify. Mais ici, au Canada, il n'y a rien. Il y a Songza, mais c'est pas... Il y a Radio. RDO. Radio. Radio. RDO. Voilà. Il y a ça. Mais sinon, en fait, c'est pas un service que j'utilise, sauf que je suis abonné à Radio. Et il y a beaucoup de gens, en fait, j'ai des gens qui s'abonnent à moi assez régulièrement. Fait que c'est un service qui gagne tranquillement en traction. Mais d'après moi, la journée où iRadio va sortir, ils vont tous mourir. C'est La, je pense que Apple... Lala que Apple avait acheté il y a quelques années. Fait que probablement que ça a pris peut-être le 2-3 ans pour rebrander à patente, dealer avec les maisons de disques. Puis là, ils vont nous sortir ce truc-là. Probablement au WWDC, ça semble correspondre avec l'événement d'été. Il n'y a rien qui dit qu'ils vont le sortir au Canada, là, quand même, encore. Là, parce qu'on sait que c'est compliqué au Canada, les licences de contenu. Là, puis, ils ne comprennent pas quand le monde chante en français, s'ils sont tous fuckés. Oui, c'est ça. Ça prend plus de temps. Comment le CRTC va dealer avec ça là, aussi, là, les affaires de contenu francophone. Puis de... On pourrait faire un sketch de ça, les gens du CRTC avec une fourrure dans la caverne avec comme leur onde, puis là, puis ils attaquent leur onde sur le fond de la caverne. Je le vois tellement. On va faire ça. Donc, le service iRadio qui s'en vient peut-être. On va en entendre plus parler en juin au WWDC. Fait que, ils sortent tout le temps leurs grosses affaires là. Ils sortent quelques trucs. On devrait voir le prochain OS X 10.9 Grumpy Cat aussi apparaître à ce moment-là. Ouais. On l'a bien ri. On va aller un petit peu plus loin à les nouvelles spéciales NAB. Non, en fait, il nous reste... Non, c'est ça. Les nouvelles... non, pas spéciales NAB, c'est plus loin. Mais pour l'instant, on va vous passer une petite publicité. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Il parle bien, Bernard. Hein? Très bien. J'aurais retourné ma chaise, moi. Vous avez la possibilité, en fait, on a laissé les lignes ouvertes
J'aime tellement ça dire ça. Comme si on en avait 28. Là, on prend le 15e appel, on lui donne un billet gratis pour quelque part. Ici, il y a un gros board avec des lumières qui clignotent, puis il y a plein d'appels en attente. Là. Ah, as-tu compris? Quoi? Le premier qui appelle, il y a un entrée gratis au Geekfest de samedi. Avec une question pertinente ou un commentaire pertinent. Pas « Je tenais ma perturbe ». Le numéro de téléphone, Jean-Michel. On c'est là. 1-877-561-2357. Pour avoir votre entrée gratuite avec un commentaire pertinent. Ouais. Fait que vous pouvez attendre, vous n'êtes pas obligé. Il faut qu'il soit pertinent, il faut juger qu'il est pertinent. Ouais. Sinon, on a... Vincent n'est pas avec nous ce soir. C'est Jean-Michel qui l'a remplacé. Mm-hmm. Mais par contre, il nous a fait provenir sa capsule à lui. Donc, on vous passe la chronique à Vincent. Évidemment, tout le temps développeur. Cette semaine, Apple a mis à jour son portail de développeur. Un portail qui n'avait pas vraiment changé depuis les dernières années. Une interface qui a été refaite, beaucoup plus simple à utiliser, joint à la fois les certificats, les profils de développement ou de distribution, ainsi que les appareils enregistrés dans votre compte. Et ce, pour toutes les plateformes confondues, donc iOS, OS X et même Safari pour ceux qui développent des extensions. Personnellement, je trouve l'interface intéressante. Par contre, c'est un très grand dépaysement. Mais pour un développeur qui est débutant, vous allez sûrement grandement apprécier la simplicité du portail maintenant, qui était auparavant assez complexe. Vous pouvez avoir accès au portail des développeurs via developer.apple.com. Pour ceux qui veulent devenir développeurs et publier des applications, c'est 99$ par année. Ou pour une entreprise, c'est 300$ par année. Donc, c'est vraiment pas cher pour développer des applications. Puis, si vous voulez juste essayer de développer une application, vous pouvez télécharger gratuitement Xcode et utiliser Simulateur pour développer des nouvelles applications et essayer un peu le code qui est de l'Objective-C. Tokens est une découverte que j'ai faite cette semaine. Tokens, en fait, est un logiciel sur Mac conçu pour aider les développeurs d'applications iOS et OS X dans la gestion de codes promo, comme on donne, par exemple, dans les amateurs de Mac Bonsoir. Donc, des codes promo pour télécharger des applications gratuites via l'App Store. Ça vous permet donc beaucoup plus facilement de gérer les 50 codes qu'Apple nous limite par application et de gérer justement ces applications-là dans chaque version d'application que vous avez, iOS ou Mac, avec une interface très intéressante. Normalement, le processus est quand même assez long, puis il n'est pas vraiment user-friendly, donc il n'est pas vraiment intéressant. Vous pouvez l'exporter en texte, mais c'est pas vraiment conseillé, là, c'est pas super pratique. Donc, avec Tokens, il vous suffit simplement d'entrer vos identifiants iTunes Connect. Donc, via developer.apple.com, vous allez dans iTunes Connect, puis c'est la même façon de faire. Vous allez avoir une liste d'applications avec les icônes d'applications. Donc, il vous suffit simplement de sélectionner une application, de générer un code. Vous pouvez même associer un nom à une application, à un code. Donc, je l'envoie à telle personne. Puis, au moment où vous allez créer justement un code, et la durée de validité qui est de 28 jours pour créer un code jusqu'à ce que ce ne soit plus valide, démarre. Donc, vous avez un petit compteur, puis vous voyez justement, il reste 28 jours. Donc, ça fait vraiment l'offre de téléchargement aux personnes que vous donnez, que vous partagez vos applications. Vous pouvez utiliser Tokens gratuitement. Par contre, il faut payer si vous avez plus d'une application. Donc, c'est une licence. C'est 30$, c'est 29$ par développeur indépendant ou 200$ pour une utilisation en entreprise. C'est une licence aussi qui peut être en promotion de temps en temps à 99$ au lieu de 199$ pour les entreprises. Par contre, il faut avoir Mountain Lion pour utiliser ce logiciel-là. Le truc du développeur de la semaine, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas bien Xcode ou qui débutent dans le monde du développement iOS. Il y a certains éléments qui vous permettent de sauver du temps lorsque vous développez. Le simulateur iPhone en est un bon exemple. En fait, je dis iPhone, c'est plus iOS parce que vous pouvez maintenant, depuis la sortie du iPad, simuler le iPad, évidemment. Donc, au lieu d'attendre peut-être 1 minute ou 2 avant de charger l'application dans votre iPhone, de la compiler et de l'exécuter sur votre iPhone, vous avez simplement à l'exécuter dans le simulateur. Ça prend rien de temps. Ça l'utilise directement la RAM de votre ordinateur. C'est un simulateur qui est dans votre Mac direct. Et avec ça, vous permet d'exécuter
de façon rapide et efficace. Évidemment, vous devez quand même faire quelques tests directement sur votre appareil pour être sûr que ça fonctionne bien sur un vrai téléphone ou sur un vrai iPad. Parce qu'il y a certains éléments, ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème avec une majuscule, par exemple, d'un certain fichier, ou sur le simulateur, ça fonctionnait très bien, mais une fois essayé sur mon appareil, le texte n'affichait pas, tout simplement pas, parce que le fichier n'avait pas de majuscule. C'est un peu bizarre, mais il peut y avoir peut-être certains éléments comme ça, mais ou sinon, ça fonctionne excessivement bien. Apple pousse pour vraiment utiliser le simulateur, puis conseille le simulateur aussi. Vous pouvez en plus utiliser une panoplie d'appareils sur votre simulateur, donc iPad Retina, l'iPhone avec un écran de 4 pouces, donc le iPhone 5, les anciennes générations avec un écran de 3.5 pouces, le iPad mini. Vous pouvez aussi simuler une version d'iOS 6.1 ou encore 5.1 ou d'autres versions encore pour s'assurer d'une bonne compatibilité avec les différents modèles et les différentes versions d'iOS. Parce qu'évidemment, on n'a pas nécessairement tous les appareils iOS avec toutes les versions différentes pour l'essayer sur des différents appareils à la maison. Donc, c'est ce qui termine ma chronique cette semaine. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur Twitter à @devvmiller ou par courriel à vincent.miller@macquebec.com. Vous pouvez aussi y aller sur mon site web vmiller.ca. Je vous laisse là-dessus. On se revoit dans 2 semaines pour une autre chronique de développement où je vais parler, entre autres, des NS-Log et leurs utilités dans le développement. Merci Vincent. La sonnerie du téléphone. La sonnerie du téléphone. Ah, c'est le téléphone qui sonne. Raccroche, j'ai une idée. Raccroche et retéléphonera. Raccroche, mademoiselle, raccroche. Ouais. On libère les lignes. On libère les lignes. OK, j'ai eu une idée. On va vous faire travailler pour... on a une passe gratuite à remettre pour le GeekFest. On va vous faire travailler. Moi, à 11h, il faut que j'aille défendre contre un acharné qui s'appelle Renaud Lepage. C'est un fou furieux d'Android, l'ennemi à abattre. On n'oublie pas, on est en guerre thermonucléaire contre Android. Donc, ceux qui nous appellent et qui sont capables de nous donner des bons arguments pour pour la bataille des mobiles, on va mettre leur nom dans le petit chapeau, on va piger, puis on va donner une passe. Et je vous demande, auditeurs, d'envoyer sur Twitter à Renaud Lepage, c'est Cibic, CYBIK. Envoyez des hâtes à Renaud Lepage de nous appeler en direct dans le studio. On passe ça à soir, la bataille. S'il est game, je te call out, Renaud Lepage. Ça va être sanglant. Tonight we iOS in hell. C'est quoi le numéro de téléphone encore? C'est le 1-877-561 2357. 2357. J'ai peur. Fait que vous pouvez nous appeler en studio pour nous donner vos bonnes... en fait, ce que je pourrais utiliser comme argument pour défendre la plateforme iOS ou pour torcher la plateforme des autres. Il y a déjà non, OK. La sonnerie, c'est bon. Donc, on a la sonnerie. On a la vraie sonnerie Apple. On est excellent. Apple de A à Z. Donc, le numéro qui est juste en dessous ici, vous le prenez, vous l'envoyez sur Twitter à Cibic, CYBIK, s'il est game de nous appeler. Puis, oui, il va le faire. Non, je viens de lui texter l'information. Excellent. Fait que call out Renaud. Puis on va laisser Fred Harper. En fait, Fred Harper aussi, vous pouvez lui envoyer. Puis je le call out aussi. Benoît Chamontin aussi. Benoît Chamontin est trop fin. Ouais, c'est vrai, il est fin. Oh, c'est vrai. Non, il est super gentil, le gars. On peut pas y en vouloir. J'ai dit, ça va être un bain de sang. Il est comme, non, moi, j'aime l'industrie. Puis tout. Puis là, j'ai levé un protest auprès de Debbie. J'ai dit, la technique Gandhi, ça marche pas. Là. Le monde, ils veulent une bataille. Pas la non-violence et tout. On passe... Qu'est-ce qu'on a ensuite? Parce que on a d'autres nouvelles, en fait. Oui, on a d'autres nouvelles. On a nos petites découvertes. Non, en fait, non. La sous-catégorie est comme... à pas rapport, là. Ça devrait aller beaucoup plus bas. C'est encore des nouvelles. Ah. Puis après, on a la capsule de FDL. On a une capsule de FDL aujourd'hui.
Fait qu'on y va avec le... Après Saphir, en fait, qui a lancé une carte ATI il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Oui, on en avait parlé au dernier podcast il y a 2 semaines. Exactement. En fait, c'est autour de EVGA, qui est une compagnie qui fait des cartes avec le chipset NVIDIA, de sortir une carte. C'est une GeForce GTX 680. C'est quand même pas de la merde. Non. Et c'est une carte, évidemment, pour mettre dans un Mac Pro de 2010. C'est quand même... Ça torche comme machine, mais c'est quand même une vieille machine. Il y en a 3 ici, je pense. Ouais. On donne pas l'adresse, s'il te plaît. Non. Donc, en fait, cette carte-là, pour donner... J'écoutais Léo Laporte cette semaine à MacBreak Weekly, qui a essayé de booster justement son ordinateur. Il a mis des disques SSD dedans, bourré de mémoire et nouvelle carte vidéo. Ça a l'air que ça donne une nouvelle jeunesse à la machine, mais c'était à Apple de faire ce job-là. C'est pas, ça doit coûter un bras, là. Les cartes vidéo, la ATI, si je ne me trompe pas, est 50$ de plus que la version... c'est 500$. Oui, mais elle a les ports mini DisplayPort à l'arrière au lieu d'avoir les autres. Et... Ça sonne, là. Ça sonne. Qui ça pourrait être? Alors, l'appel est en ligne. Oui, hello, à qui je parle? Oui, bonsoir, Renaud Lepage. Salut Renaud, ça va bien? C'est Alexis Cornelier du podcast Mac Québec. Ouais, on m'a dit que j'ai été appelé. Ouais, on t'a callé out parce que toi puis moi, mon gars, on s'en va sur la scène du GeekFest samedi le 13, puis ça va être la guerre thermonucléaire. Dude, la Corée du Nord est en train de menacer. S'il te plaît, utilise pas ce mot-là. J'avoue que c'est un peu mal choisi, mais... Match de sumo. Match de sumo, c'est bon. Fait qu'il va y avoir un match de sumo. Pourquoi, lui aussi, une stature proéminente? Il est en train d'insinuer que je suis gros, lui. Je sais pas, est-ce que tu te caches en arrière de lui ou c'est lui qui se cache en arrière de toi? Oh, bonne question. Faudrait voir. Moi, je t'ai jamais vu en vrai, Renaud, mais ça va être super. On va se rencontrer la première fois pour bitcher la plateforme de l'un et l'autre. Je pense que la bataille va avoir lieu entre toi et moi parce que honnêtement, je sais pas comment Fred va pouvoir défendre le Windows Phone. Puis Benoît semble pas être vouloir trop défendre le BlackBerry. Comment pourrait-il? Anyway. Ça va se passer entre toi et moi, Renaud, je pense. T'as peut-être raison, mais d'un autre côté, laisse-moi quand même dire que les deux plateformes ont quand même leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais toujours reconnaître que iOS fait quelques affaires un petit peu mieux qu'Android, mais je vais aussi toujours clamer qu'il y a des affaires que iOS fait, qu'Android a fait bien avant et qui sont plus raffinées maintenant. Je suis d'accord avec ça. En fait, je suis d'accord que les quatre personnes qui vont avoir sur scène ont leur place. C'est bon qu'il y ait de la concurrence. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait une personne pour représenter Samsung et son TouchWiz, pour représenter HTC et son, je ne sais pas comment s'appelle leur interface, une personne pour représenter Motorola, une personne pour représenter HTC et son nouveau truc là, qu'ils ont mis dessus, c'est quoi? Facebook Home, c'est ça? Facebook Home. Ouais. Puis quelqu'un pour représenter Nexus aussi. Là, par contre, d'un côté, tu reconnais que c'est quand même des dérivés qui appartiennent à l'univers d'Android et tu les mets pas dans un même panier. Auquel cas, je te dis merci, justement. Okay. C'est pas tous les amateurs d'iOS qui vont faire les distinctions entre le Android que tout le monde dit, puis c'est un Android, mais en fait, c'est HTC Sense. Oui, c'est ça. T'es un des rares qui reconnaît ça et publiquement, je le dis merci. Excellent. Moi, je voulais du sang, man. Je voulais pas qu'on se dise comme... Mais c'est de respecter l'adversaire, puis c'est correct. La bataille aura lieu au GeekFest le 13. À partir de... Faut arriver de bonne heure, Renaud. Faut arriver vers 10h30, fait que on va se préparer. Je vais être là assez tôt. Je suis quand même staff aussi, là. Oh, en plus, ouais, excellent. Donc, on se voit là. Merci beaucoup d'avoir appelé, Renaud. Pas de problème. Tu gagnes une entrée gratuite, je pense, au GeekFest.
Non, ça, ce sont les gens qui vont nous appeler ce soir pour nous donner des arguments pour planter les autres plateformes ou pour aider la nôtre dans ce panel qui aura lieu. Salut bien, Renaud. Pas de problème. Bonne soirée. Toi aussi. Bye. Au revoir. That was cool. Ben ouais, c'était cool. Donc, on a libéré les lignes. J'aime ça dire ça. Et vous allez pouvoir téléphoner pour nous donner vos arguments. Sinon... Je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, c'est vrai. On parlait de... tu disais que Léo Laporte a updaté son Mac Pro lui-même. Cette semaine, Crucial ont sorti leur SSD M500 à 960 gigs. Oui, à moins. C'est 600$. C'est 600$. C'est une joke, là. Ça vaut vraiment la peine. T'en achètes 2, 1200$. T'es mis en raid. Malade. Puis c'est des M500, donc c'est le disque qui suit le M4. M400. Ben, en fait, c'était M4, je pense. C'est M4, là, mais c'était un des excellents disques en matière de performance-prix. Ouais. Donc, le M500 est encore meilleur. 960 gigs pour 600$. Ça commence à avoir de l'allure. Ça commence à avoir de l'allure, quelque chose de rare. Moi, d'après moi, le Fusion Drive fera pas tellement longtemps. Ils vont stacker une coupe de ça là, dans les iMac, puis ça va rocker. Je pense... T'sais, on est en train de faire la commission Charbonneau ici. On se débarrasse en fait un peu de... Oups, là, il y a quelqu'un qui nous appelle. On va le prendre. C'est parti. Bonjour, à qui je parle? Oui, mon nom c'est Michel. Bonjour Michel, ça va bien? Oui. Tu nous appelles d'où? Quand même. De Montréal. Excellent. De Montréal. Excellent. Je parle avec mon iPhone là, en ce moment. Là. Ça te fait de l'écho, je sais pas. Là, j'ai aucune idée. Non, on entend très bien ici. Continue. Oui. C'est ça, là. Je vous écoute quand même plusieurs semaines et des fois, le son, soit par rapport à un interlocuteur comme soit Jean-François, Michel, ou encore des fois Vincent, qu'on a beaucoup de difficultés à entendre leur voix, soit qu'ils parlent trop loin de leur microphone ou quelque chose comme ça. Et puis ça, je trouve ça vraiment désagréable quand que j'essaie de vous suivre sur Mac Québec, le Pré4, là, comme sur votre plateforme. Là. Mm-hmm. Et puis ça, ben, c'est un des du manquement, autrement dit, de votre plateforme là, en ce moment. On a beaucoup de difficultés à entendre votre voix. Je sais pas, peut-être ce soir, c'est comment, Michel? Là, à soir, c'était mitigé, surtout le micro de Jean-François, quand il y a eu ton invité aussi, là, qui a passé pour le Geekfest, là. Le Geekfest, oui. Ouais. Et puis là, on n'a presque rien entendu de ce qu'il a dit au courant de la soirée. Parce qu'il parlait vraiment trop loin du micro, premièrement, comme quoi qu'il avait de la difficulté à entendre, je veux dire, le micro avait de la misère à saisir les paroles, là. Ça, j'ai remarqué ça. On va essayer de... Je m'excuse, Michel. On va essayer de prendre le commentaire. Moi-même, je le dis souvent à Jean-François et Vincent de parler plus près du micro. Les micros qu'on a, effectivement, là, c'est un petit peu difficile au niveau de l'ajustement. Ce sont des micros professionnels. Si on est trop proche, le son rentre trop dans le micro. Si on est trop loin, à ce moment-là, on nous entend un petit peu mal. Mais on apprend le métier à la dure. C'est pas ça qu'on fait dans la vie. Donc, non, c'est clairement pas. Donc, à ce moment-là, on prend le commentaire. Merci Michel pour ton appel. Je me demande comment ça va m'aider à gagner la bataille des mobiles, par exemple. Ça, je me souvenir de parler. On mentionne, par exemple, sur le chat que dans l'app, le son est parfait. Donc peut-être écouter dans l'application Mac Québec mobile. C'est pas pour remettre de l'eau sur le feu, mais les gens qui nous écoutent en live, version vidéo, c'est quand même flash que vous écoutez. Puis on essaie de faire pour le mieux, mais c'est quand même flash que vous écoutez. Le son est compressé. Là, le son est compressé à fond. Ouais. Et c'est absolument pas le son qui est diffusé, parce qu'on le répète souvent, c'est un podcast audio enregistré devant public. Donc vous êtes le public,
Vous êtes super gentils de nous suivre en direct, mais le son que vous allez télécharger quand vous allez sur si iTunes, vous êtes abonné sur iTunes, pas le même. ça n'a rien à voir. La qualité est tout le temps excellente sur iTunes. Il est traité, il est beaucoup mieux. Puis c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes de micro sur 1 ou 2 épisodes, mais c'est réglé avec Vincent. Merci de ton commentaire, Michel. Bon, mais les lignes sont... On n'est pas couché, man. Ou allô, à qui je m'adresse? C'est encore Michel. C'est la ligne assez coupée. Oui. Bon. OK, là, j'ai pas tout entendu tes explications parce que j'avais mis mon... On était en train de dire, Michel, de télécharger en fait le podcast sur iTunes, que le son était traité. On a un technicien de son qui s'occupe de ça et c'est beaucoup mieux. Quand tu nous écoutes en fait en flash, quand tu nous écoutes en vidéo, le son est ultra compressé. C'est pour ça qu'il y a des pertes. Mais l'enregistrement audio qui est diffusé sur iTunes, parce qu'on est quand même un podcast audio, c'est quand même... C'est quand même de meilleure qualité. On va laisser les lignes disponibles pour les gens qui voudraient nous appeler. On va laisser la chance à d'autres personnes de venir en ligne. Merci encore pour ton commentaire, Michel. Excellent. Bon, c'est qu'on était rendu. On était rendu au nouveau siège social de Apple à Cupertino qui, manifestement, est fabriqué par des Québécois parce que... Ah, c'est un autre. C'est encore nouveau, Michel. Je suis désolé, mais... C'est un nouveau, là. OK. C'est parti. Oui, bonjour. À qui je parle? Bonjour. Bonjour. À qui je m'adresse? Yves Lafleur de Québec. Salut Yves, ça va bien? Ça va très bien. Félicitations pour votre excellente émission. En passant, c'est très intéressant de vous écouter toutes les 2 semaines. Je suis futur propriétaire d'un produit à Apple bientôt, un iPhone 4S. Et disons que je vais quitter la plateforme Android. Une raison pourquoi que je vais quitter, c'est l'augmentation fulgurante du nombre de virus. Pourquoi que ce serait un bon point à apporter. Pourquoi que Android, le nombre de virus a augmenté énormément dans les dernières années. Okay. Quand t'es rendu que des grosses compagnies comme Symantec, entre autres, font des antivirus pour ton téléphone Android, là, ce qui n'existe pas sur la plateforme iOS. C'est une des raisons pourquoi que je m'en vais vers iOS. Effectivement, c'est il y en a moins. Oui, en fait, non, il n'y en a pas du tout. Il y a eu des failles de sécurité qui sont patchés. Il y a des gens qui ont réussi, mais disons que pour avoir un virus qui est efficace, il faut avoir une certaine virulité, il faut qu'il soit virulent, et ce n'est pas le cas sur la plateforme iOS parce que ça ne peut pas se passer d'un téléphone à l'autre. C'est vraiment en téléchargeant une application. Il faudrait que Angry Birds, en fait, soit contaminé d'une façon ou d'une autre, puis là, le virus se propagerait beaucoup. Merci, c'est un excellent commentaire pour le truc. On va mettre le nom de Yves Lafleur dans notre chapeau virtuel pour le truc. Si c'est le seul qui appelle, Yves, va falloir que tu descendes de Québec samedi pour venir au Geekfest. Pas de ça me dérange pas. Excellent. Donc, on garde ton nom. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Moi, je veux la job à Ron Fournier plus tard dans la vie. Je me pratique en ce moment. C'est malade, le monde qui appelle. J'aime ça. Donc, c'est sûr qu'on va recevoir d'autres appels. On va être obligé de mettre un terme à ça à un moment donné, là, mais vous pouvez continuer à appeler. C'est le fun parce qu'on n'est pas obligé de dire nos nouvelles. On a qu'un... Ah ouais, on peut toffer ça. Donc, j'étais en train de dire que probablement que le nouveau siège social de Apple est fabriqué par des Québécois parce qu'il y a des dépassements de coûts assez incroyables. Ah oui? On a ça ici, nous autres, des dépassements de coûts? Oui, il y a des dépassements de coûts d'à peu près 30% ici, puis ils sont allés faire la pièce à Cupertino. Wow. L'OVNI, le nouveau siège social de Apple, en forme d'OVNI sur lequel Steve Jobs avait travaillé, devait coûter dans les 3 milliards de dollars. C'est quand même. À combien? Ils sont rendus à 5 milliards. Et monsieur! C'est probablement, on le sait, là, ceux qui ont lu la biographie le savent. Steve Jobs a comme pétait des coches pour les Apple Store pour que la tuile à terre soit une tuile qui vienne de graisse spéciale qu'il avait déjà vue dans un de ses voyages. Puis le verre qui est utilisé pour les escaliers, c'est un verre spécial aussi, fabriqué par couche, breveté, puis tout le kit. Donc, probablement qu'il a porté... C'est un maniaque, c'est un overthinker, c'est un gars qui avait le contrôle sur tout. Probablement que chaque petit détail de cet ovni-là était pensé. Et c'est ça qui a fait exploser les coûts.
Apple serait en train de travailler avec les architectes en ce moment pour descendre d'à peu près $1 milliard le coût du siège social. Il faut dire qu'Apple a quand même les moyens, mais quand tu t'en vas devant tes actionnaires faire « Ouais, on a full de cash, mais là, on vous a dit 3 milliards, c'est 5. Hein? 5. Ça va pas bien passer. » Fait qu'ils coupent la poire en deux. Et ça va. Ils essayent de couper $1 milliard. Qu'est-ce qu'ils ont mis, man, là-dedans? Ils n'ont même pas commencé à construire encore. C'est ça, là. Il n'y a pas eu. ils n'ont pas trouvé la contamination sur le sol. Là, puis c'est 4 000 affaires de même. Effectivement. Donc, 2 milliards d'extra, il va voler, tabarouette, pour ce prix-là. Il va glider. C'est un vrai ovni. Oui, c'est ça. Il va lever dans les airs. Ils vont le fabriquer ailleurs. Il va venir se déposer. L'ovni dans Men in Black, là, tu sais, dans le premier qui. Je pense que c'était un landmark à Seattle qui avait utilisé pour ça. Ah, OK. C'était l'espèce de soucoupe, en fait, sur une espèce de pylône, une tour là-bas. Sinon, Gizmodo France qui nous parle des salaires moyens des ingénieurs dans les compagnies de technologie à Silicon Valley. Apple qui arrive en 5e position. Et la première position est à une compagnie que je connais pas, Juniper Network. Juniper Network. Je sais pas, ça me dit rien, moi, Juniper Network. Ah, quand même. Ah. Donc, probablement super sécuritaire parce que les ingénieurs sont payés en moyenne. En fait, c'est pas en moyenne, c'est un salaire annuel de base moyen. Oui, c'est ça, c'est en moyenne. 128 378 $. Donc, soit qu'ils ont beaucoup de seniors, ce qui fait augmenter la moyenne, ou soit qu'ils payent très bien. En deuxième position, Google. Il faut savoir que chez Google, tu travailles 4 jours semaine. Oui. Je sais pas si c'est encore vrai, par exemple. Je pense que oui, parce que sinon on aurait entendu parler, puis on avait entendu 4 jours semaine. Il me semble que oui. Ils travaillent 4 jours semaine. Il y a 20% de leur temps qui peut être mis sur un projet qui appartiendrait à Google, mais qui servirait... en fait, ils peuvent travailler sur ce qu'ils veulent d'autres, se changer les idées. C'est un peu comme notre coup de dose qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Non. D'ailleurs. Twitter, qui paye ses employés, paye plus que Facebook, 120 768. Il est cheap, là. On comprendrait pourquoi Sylvain Carl est allé faire un tour là-bas. Oui, c'est vrai. Voilà. Facebook en 4e, en 5e, Apple, qui paye 118 192. Donc, c'est quand même 10 000 $ de moins que Juniper. C'est quand même 6 000 $ de moins que Google, mais 2 000 $ de moins que Twitter, puis à peu près égal avec Facebook. Sinon, le reste de la liste, il y a LinkedIn, Brocade, eBay, Bloomberg, LP et finalement Zynga, qui paye 107 242 000 $ salaire de base annuel à ses ingénieurs pour nous faire chier avec des jeux freemium de marde. Farmville. Oui, effectivement, hein, peut-être. En fait, peut-être que tes actions de Apple... Pas en ce moment, là, mais valent plus que Juniper, peut-être. Peut-être, oui. Fait que ton stock option et tout ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Apple qui publie une demande d'emploi qui laisse présager à des écrans flexibles. C'est une nouvelle qui nous provient de 9to5 Mac. Donc, la demande qui est apparue il n'y a pas très longtemps sur le site de Apple pour un Senior Optical Engineer. Et Apple is looking for a display specialist to lead the investigation on emerging display technology, such as High Optical Efficiency LCD, HOE-LCD, AMOLED, and flexible display to improve overall display optical performance. AMOLED? Non, c'est l'écran OLED qu'un des dudes de Apple avait comme complètement détruit il y a une couple de semaines, qui avait dit que c'était oversaturated, c'était pas regardable, tout ça. En parlant des écrans utilisés sur les Galaxy S3, si je me trompe pas, c'est Tim Cook. Un écran AMOLED, je pense que c'est un écran différent. C'est la même technologie de base, mais Super AMOLED, c'est comme propriétaire à Samsung. Donc c'est un écran OLED avec quelque chose de rajouté par Samsung. OK. Mais c'est bizarre, en fait, que Apple dénigre les écrans AMOLED d'un côté il y a une couple de semaines et que là, ils cherchent quelqu'un. Quoique la portion intéressante de la demande de job, c'est Flexible Display. Puis on a vu des... on a vu des demandes de brevets de Apple d'un téléphone qui serait arrondi en fait. Ouais, qui ressemblerait à l'ancien iPod Nano. Tu sais, effectivement.
c'est ça. Donc, avec le dessus arrondi et le dessous aussi qui est arrondi. Je tripais pas trop. Quand j'ai vu la photo, là, je cassais ça. Ouais, je trouvais qu'il manquait un petit peu de manly là-dedans. Là, j'étais pas sûr. Donc, c'est à voir. On va voir si ça va arriver. La prochaine nouvelle, celle-là, je l'ai trouvée bonne en tabarnouche quand je l'ai vu passer. C'est excellent. Le FBI, n'importe quel gouvernement américain n'est pas capable de... Institution américaine. En fait, c'est le DEA, dans un document interne, qui se plaint du fait qu'ils peuvent pas, même avec un ordre de la Cour, intercepter les communications par iMessage qui sont cryptées. Fait que, tu sais, merci la DEA de nous avoir dit quel outil utiliser pour se faire avoir. Ben ouais. Sont épérards d'un temps, là, je m'excuse. Là. Ben, je suis pas sûr qu'ils aillent leaker eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui a peut-être fait une demande d'accès à l'information puis qui est tombé sur le document. Par contre, il fallait que tu saches où regarder. Mais quand même, c'était à eux autres de ne pas le révéler dans un document. Oui, c'est ça. En même temps. C'est comme BlackBerry avec son BBM aussi, il est très bien crypté. Là. On a quand même vu les ordres de la Cour qui étaient capables d'aller les chercher. Oui, parce que c'est sûr qu'Apple, c'est sûr qu'ils sont capables d'aller chercher, ils sont sur leur serveur. Ouais. Les communications qu'on envoie toutes, ça passe tout. Mais je suis pas sûr. Je pense que le cryptage, Apple a fait quelque chose que les autres sont pas capables de passer au travers. Fait que la communication est cryptée même pour eux autres. Ça serait étonnant, par exemple. Ça serait weird. En tout cas, si c'est le DAA qui a publié ça, il faudrait regarder les statistiques de vente d'appareils iOS sur le bord de la frontière mexicaine. Oui, exactement. Voir si ça l'augmente dans les prochains mois. Au Texas, il y a comme un dude mexicain. Hey dude, je vais t'acheter ta cargaison d'iPhone. Puis genre, passe les lignes. Ils vont tous se promener avec des iPhones maintenant, mais des iPad LTE. Puis... Ils seront plus pognés. Une nouvelle qui n'en est pas vraiment une. Steve Jobs aurait conceptualisé le iPhone 5 et le iPhone 5S ou 6, on ne sait pas encore quel nom il aura, avant sa mort. N'importe quelle compagnie de technologie a ça s'appelle comment? Un timeline, en fait, où... c'est que, mettons, une année, c'est ça qu'on sort, l'autre, puis c'est tout déjà programmé, puis ils savent tout ce qu'ils vont sortir. Il y a un nom pour ça qui m'échappe, mais Timeline. Et Steve Jobs, en fait, est né en 2011, si je ne me trompe pas. Il est né? Il est mort. Ah, il est mort, OK. Mort en 2011. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y aurait sa griffe en quelque part sur ces appareils-là. Dépasser ça, par contre, je ne suis pas certain que... iPhone 7 ou whatever, je suis pas certain qu'il va avoir dit qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans. Puis là, évidemment, on se fait poser beaucoup de questions à propos de... le téléphone ne sonne plus, qu'est-ce qui se passe? On se posait beaucoup de questions à propos, qu'est-ce que va avoir l'air le prochain téléphone? On ne sait pas beaucoup. D'après moi, ça va être 5S. Ça va être la même maudite affaire. Caméra augmentée un peu, processeur, tout le kit. Mais le design va être pareil. Là. C'est comme, une meilleure batterie? On espère. Ouais. Peut-être de prendre le risque d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire de rendre l'appareil un petit peu plus épais, avec un petit peu plus d'autonomie. Samsung n'a pas updaté le design de son appareil. En tout cas, pas punché. C'était pas punché, ça n'avait pas grande importance. Ça reste un téléphone en polycarbonate, donc Samsung ne va pas vers le design pour dire, nous autres, on fait un téléphone. Par exemple, chez HTC, le téléphone de l'année passée, c'est un téléphone qui était beau, qui était en polycarbonate. Mais la HTC One de cette année, c'est une machine qui est faite en aluminium, qui a l'air solide, qui a l'air intéressante. C'est un téléphone qui a l'air d'un téléphone flagship, puis qui veut entrer en compétition avec le iPhone. Au niveau du reste des fonctionnalités, je peux pas dire, mais le problème avec tous ces autres appareils, c'est ça, c'est que c'est pas le whole package. Il y en a un qui va être bien fabriqué, il y en a un qui va avoir un bon système d'exploitation, il y en a un qui va avoir la bonne quincaillerie. Tant qu'à moi, le meilleur équilibre se retrouve dans l'iPhone. On vous laisse quelques secondes avec notre ami François-Dominique Laramé qui y va d'une petite capsule, une petite critique envers Apple, si je me trompe pas. Il est temps pour Apple d'abandonner la culture du secret. Au cours de la semaine qui a précédé l'enregistrement de ma capsule, on a eu droit à des rumeurs sur un téléviseur Apple ultra haute définition 4K contrôlé par une espèce d'anneau magique qu'on porterait au doigt, à un iPhone dont l'écran ferait presque tout le tour de l'appareil, à un iOS 7 complètement redessiné,
à un service de radio en flux continu associé à iTunes et à des nouveaux bureaux à Apple en forme de soucoupe volante qui seraient vraiment capables de s'envoler jusqu'en orbite. Bon, la dernière rumeur, là, c'est pas vrai. Je l'invente, du moins en partie, parce que Apple va vraiment se construire des bureaux en forme de soucoupe volante, mais ils iront pas en orbite. Quoique, s'il y a une compagnie qui a les moyens de se payer une folie comme ça, c'est bien Apple. Mais toutes les autres rumeurs, elles circulent pour vrai, et dans tous les cas ou presque, on parle de produits qui devraient sortir avant la fin de 2013. Et ça, c'est très, très mauvais pour Apple. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Il y a personne qui peut faire tout ça en un an, même pas la compagnie la plus riche du monde. Et donc, lorsque les vrais produits vont être lancés, par exemple un iPhone 5S plus puissant, plus beau, plus efficace, mais pas complètement réinventé, ceux qui spéculent allègrement sur la base d'informations douteuses ou inexistantes vont être déçus. Ils vont dire qu'Apple n'innove plus, que ce qui sort n'est pas à la hauteur des attentes. Mais des attentes basées sur quoi? Sur rien. Sur du vent. Et pourquoi les attentes sont-elles basées sur du vent? Parce qu'Apple garde tout secret. Ce qui fait que les journalistes et les fans n'ont rien d'autre que leurs imaginations ou des fuites plus ou moins louches avec quoi alimenter leurs discussions. Puis quand on construit sur du vent, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de construire des mirages. Et tout ça a des conséquences dans la vraie vie. Parce que les attentes déçues, même quand il s'agit d'attentes ridicules, ça veut dire des actions en baisse à la bourse. Mais oui, on revient encore à ça, parce que la bourse, c'est foncièrement irrationnel et un petit peu cave, mais une action en baisse, ça veut dire beaucoup de gens riches pas contents du tout, et tous ceux qui ont déjà eu un patron de mauvaise humeur savent qu'en général, ça finit pas bien. Alors, cher Apple, lâchez donc le secret. Même si vos ennemis savent 3 ou 6 mois à l'avance ce sur quoi vous travaillez, c'est pas grave. Ils seront pas capables de vous copier aussi vite, et surtout pas de débaucher votre clientèle, qui est d'une loyauté, disons-le, quasiment gênante. Puis au moins, quand on évaluera votre performance, ce sera sur la base d'informations fondées, pas sur des grands rêves éveillés. Ici FDL pour Mac Québec. Toujours pertinent les commentaires de FDL. C'est une logique pratiquement imparable, comme dirait notre ami Spock. Par contre, il l'a dit dans sa capsule, dévoiler un produit peut-être 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance. Ils l'ont déjà fait par le passé. C'est Tim Cook qui a réussi à rapetisser les délais au niveau de la fabrication. Apple est capable de travailler en secret sur un appareil, le faire fabriquer très, très rapidement et le mettre sur les marchés. Souvent, quand on entend parler qu'ils sont déjà en train de fabriquer le téléphone pour une sortie en octobre, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus près du mois d'octobre que maintenant. S'il sortait peut-être en juin, moi je dis qu'il commencerait peut-être début mai à fabriquer le téléphone. Par contre, si on va de l'autre côté de cet arc-là, annoncer des lunettes écœurantes qu'on se met d'en face puis qu'ils font apparaître plein de trucs 2 ans et demi avant peut-être de les sortir. Ça fait longtemps qu'on entend parler des Google Glass. Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que ça crée un buzz est-ce que ça permet de créer un buzz sur cet appareil-là? Google Glass a intérêt à créer un buzz parce qu'ils veulent... C'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas, puis ils veulent que les gens l'achètent. Tandis que si Apple annonce l'iPhone 5S 6 mois à l'avance, là, il y a bien du monde qui vont dire c'est pas grave, on va attendre, on va acheter l'iPhone 5S. Pendant ce temps-là, Apple ne vend plus l'iPhone 5. Là. Ah oui, c'est vrai, hein? Bon contre-argument. Je suis d'accord. C'est pour ça, en fait, bon argument, JP, qui disait, en fait, Google ne sait pas quoi faire de ces lunettes. C'est pour ça, en fait, qu'ils les ont offertes, qu'ils les ont vendues pour 1500 $ aux développeurs. Et c'est comme de remettre aux développeurs la job de, regarde, je pense que j'ai quelque chose de vraiment cool, trouve quoi faire avec. Alors que Apple a fait, moi, j'ai quelque chose de vraiment cool, check ce que tu peux faire avec, puis maintenant, go, puis va faire quelque chose de plus cool encore. Donc, excellente capsule. Merci FDL. On continue en nouvelles. Jeff, on est rendu où? Oui, on est rendu au spécial NAB. Oh! En fait, ça va être... il y a eu le NAB, le National American Broadcasting Conference, qu'il y a à chaque année. Et à chaque année, il y a toujours une rumeur comme quoi Apple va sortir un nouveau Mac Pro. Ils vont révolutionner, ça va tout arracher. Il va y avoir un Final Cut Pro 20 qui va faire le café et se transformer en overboard. Mais il y a quand même des trucs intéressants qui sont proposés, non pas par Apple, mais par d'autres compagnies. Des compagnies, en fait, qui font du bon... pas. C'est vrai?
Ben, je la connaissais pas, celle-là. Sonnet, je connaissais pas ça. Quand j'ai vu leur patente cette semaine, aïe aïe. c'est une compagnie qui fait du stock pour Apple depuis un bon nombre d'années. Ils faisaient des cartes d'upgrade pour les G3 pour les transformer en G4 à l'époque. Fait qu'on parle de début des années 2000, fait 13 ans là, que ça existe. Ils font des trucs assez sweet. Mais il est beau, là. Oui, en fait, c'est ça. Au NAB, Sonnet a lancé un dock assez impressionnant. On voit en fait Belkin qui l'a même retardé, là, une espèce de dock Thunderbolt que tu branches à ton ordinateur et qui te donne un paquet de ports puis tout ça. Sonnet, en fait, a fait... écoute, c'est the mother of all dock, là, tant qu'à moi. C'est une boîte... C'est tout ce que tu peux avoir besoin. Exactement. C'est une boîte qui est, tant qu'à moi, à peu près de la grosseur d'un Mac Mini. Oui, quasiment. Quand même. Sur lequel il y a 15 ports. Donc, d'abord, on a un drive optique dedans, qui est un graveur qui peut être Blu-ray dans l'appareil. On a qui vient pas de base, par exemple. Qui vient pas de base, c'est ça. Ça va être pour le modèle le plus gros, qui sera autour de 600 $. Le modèle de base est autour de 399 $. On a un Drive B, donc on peut installer un disque dur de 2.5 pouces ou de 3.5 pouces SSD ou HDD. Donc, en SSD, branchant Thunderbolt, ça fait la job. On a 2 ports USB 3.0. On a un audio in et un audio out, ce qu'on n'a plus sur les ordinateurs. Non. On a 2 ports Thunderbolt, donc on va pouvoir daisy-chainer, mais on ne perd pas le port de base qu'on utilise. On a un FireWire 800, 1 gigabit Ethernet, 2 ports SATA external, 2 autres ports USB 3, mais en avant de l'appareil. Et en avant de l'appareil, toujours, on a des ports audio in et out. Tout ça pour la somme de 699 $. Fait que, tu sais, tu as un MacBook Pro, Retina, tu arrives à la maison, tu branches ça, ça te fait un desktop. Ça te fait quelque chose d'assez intéressant au niveau des ports, du moins. Là. Tant qu'à faire un desktop, il aurait pu mettre un port VGA ou un port DVI ou quelque chose SGMI, brancher un moniteur là-dessus. Là. Ça se fait dessus, il me semble. En fait, le port Thunderbolt, tu peux brancher ton écran Thunderbolt dessus. Ouais. Sauf que ça te coûte 1000$. Ouais. En plus là, en plus du cossin à 600$. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais pour ajouter ce nombre de ports-là, je veux dire, à 399$, celui de Belkin, je pense qu'il vendait à 299$ ou même 399$. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'annoncent que... Ils l'ont annoncé au CES 2012, je pense, puis ils l'ont retardé. Fait que je pense pas qu'on va voir ça un jour. Parlant de Thunderbolt, justement, Intel a annoncé pendant le NAB une amélioration de sa norme Thunderbolt qui va sortir en quelque part cette année et qui va doubler la vitesse. Donc, on était à 10 gigabits seconde et on va monter à 20 gigabits seconde. La norme va aussi supporter le 4K qui commence à être... les gens vont commencer à le demander. Puis, on va voir d'autres produits qui vont être intéressants pour le 4K. Mais ça veut dire qu'un MacBook Pro ou un iMac équipé du Thunderbolt dealerait une bande passante beaucoup plus élevée. Il pourrait y avoir des écrans 4K, des télévisions 4K natifs qu'on pourrait brancher là-dessus. Puis, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu l'information, mais pour qu'une carte vidéo puisse fonctionner sur un port quelconque, comme un port Thunderbolt, parce qu'on sait qu'il y a la norme PCI Express dedans, il faudrait que la bande passante soit à peu près de 35 gigabits seconde. On commence à s'approcher à 20 gigabits seconde. Tu pourrais théoriquement avoir une carte vidéo externe, pas nécessairement super performante, mais ça va commencer à s'approcher. Mais non, mais c'est ça. Moi, ce que je voyais, ta boîte. C'est ça. Tu sais, tu as un stack comme ça, c'est stackable. Tu fabriques un ordinateur, tu arrives, tu as ton MacBook Pro Retina, tu pars avec, tu sais ce qu'il y a dedans. Mais à côté, tu y plugues un truc Thunderbolt, puis là, tu viens de le booster. Nouvelle carte vidéo, malade, carte de son, tu le quittes, puis tu viens d'augmenter. Fait là, tu peux jouer à ton Battlefield 4. Ouais, voilà. Et on parlait de 4K, tout s'enchaîne, c'est cool. Blackmagic qui a annoncé 2 nouvelles caméras pendant le NAB. La première, c'est une ciné-caméra 4K qui est quand même assez grande, qui se veut un espèce de compétiteur à la Red. C'est une caméra, en fait, contrôlée à peu près toute avec un touchscreen qui est, ma foi, assez gros en arrière de l'appareil. Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant, puis je ne m'y connais pas tellement, mais fini le gogossage avec des cartes Express Card ou des cartes P2 de Panasonic.
La slot sur le côté, c'est pour rentrer carré un SSD. Fait que tu prends un C500, puis de 960 gigs, clac, tu mets ça dedans, puis ça enregistre directement sur ton SSD. Tu rentres à la maison, tu le plugues dans ton dock Sonnet, parce que tu peux mettre un disque, puis voilà, tu as 10 gigabits de transfert directement sur ton ordinateur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ils ont sorti une autre petite caméra. Au début de l'année, on capotait un peu parce que comment ça s'appelle? La GoPro 3 Black Edition. Il y avait un listing qui disait ça fait du 4K, mais c'est pratiquement en image, c'est pratiquement en photographie. Je pense que c'est comme 7 ou 15 frames secondes. Du 2K, ça commence à être 30 frames secondes. Là, Blackmagic a sorti une petite caméra vraiment qui se glisse dans la poche et qui ferait du 4K pour 995 $. Ça commence à être abordable. Puis ça va donner quelque chose de meilleure qualité encore que ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire probablement des 5D Mark III pour faire du film. Fait que ça peut être intéressant pour des cinéastes amateurs. Mais il faudrait commencer par voir les TV 4K arriver. C'est vrai. Il y a Sony là, qui en sort une au mois de mai. Là, elle va coûter comme 28 000 $ à peu près. J'ai vu... en fait, c'est tous des prix ridicules comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait comme des trucs un petit peu moins chers qui s'en venaient autour de 6 à 9 000 $ dans le 4K. Ils vont être obligés rapidement de descendre les prix s'ils veulent en vendre, là, c'est clair. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un cash down sur une maison, là, 28 000. Voilà. Habituellement, ceux qui s'achètent une TV à 28 000, c'est parce que le cash down sur leur maison était beaucoup plus haut que ça. Sinon, Avid, qui annonce 2 interfaces pour iOS au niveau de l'audio. Donc, des petits appareils qui vont donner une qualité pro. On va pouvoir utiliser en fait un iPad ou un iPhone pour faire de l'enregistrement, de la captation audio. Oui, belle petite interface. Et Pro Tools 11, en fait, qui va être annoncé aussi. Donc, pour les gens qui utilisent Pro Tools. Mon chum a bien hâte de l'essayer. Oh, excellent. Avant de passer, en fait, aux trouvailles du staff, on vous laisse avec un message publicitaire. Et on rappelle aux gens, Jean-Michel, qui peuvent communiquer avec nous pour nous donner des arguments. Parce que là, je vais avoir un poireau sur la scène du GeekFest. On a eu l'argument des virus pour Android. Mais ils peuvent nous communiquer à quel numéro? C'est le 1-877-561-2357. Excellent. Appelez pas tout en même temps. On s'excuse pour les lignes qui seraient engagées. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. De retour en studio, en fait, et c'est le segment les trouvailles du staff. J'en ai parlé en début d'émission. En fait, ma trouvaille cette semaine, c'est Mosaic.io, qui est une petite application qui vous permet de présenter une photo sur plusieurs écrans d'appareils iOS. Ça fonctionne en fait seamless entre un iPod Touch, iPhone, iPad mini, iPad. Et, tout appareil iOS. Là. Tout appareil iOS. Je pensais que c'était juste iPad. Là. Non, du tout. Moi, c'est juste que si tu y vas avec des appareils iOS, c'est un petit peu difficile de formater ton image pour qu'elle s'étende. Donc, si tu mets des iPads qui ont tout à peu près la même grandeur, un à côté de l'autre, on va pouvoir faire une grande mosaïque. Donc, ce serait cool que les gens qui viennent participer à cet événement-là au GeekFest viennent avec leur iPad. L'application est-tu gratuite? Oui, l'application est gratuite. Ils peuvent la télécharger. C'est fait par des gens du MIT, si je me souviens bien. Sinon, en fait, l'autre truc plutôt hardware, c'était le truc de Sonnet, mais c'est pas encore disponible. Je pense que ça va être disponible seulement en automne prochain. Le dock qui est vraiment fabuleux. Sinon, avez-vous des petites découvertes? Moi, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Okay. Après mon chialage les 2 dernières semaines sur SimCity sur PC, EA ont annoncé SimCity sur Mac. C'est tout à cause de toi. C'est tout à cause Ils se sont dit, on va s'excuser. Exactement. Monsieur EA, il faut faire quelque chose. Jeff n'est pas content. J'ai bien hâte de voir s'ils vont avoir appris de leurs erreurs, puis si le lancement va être correct pour Mac, là, ou bien si
aussi le même fiasco. C'est sûr que ça va être à beaucoup plus petite échelle sur Mac, là, mais... Ouais, parce qu'ils en ont beaucoup... Ils ont tellement rajouté de serveurs sur le jeu, là, c'est l'enfer. À ce temps, quand tu parles le jeu, je pense qu'ils sont rendus à presque 20 serveurs là, pour faire rouler la plateforme au complet. Ouais, mais tu as toujours des villes de la grandeur de Pointe-Calumet, 2 km par 2 km. C'est à peu près ça, par exemple. Ça, c'est un peu poche. C'est pas réglé, mais je pense pas qu'ils vont le régler. Ça va sortir le 11 juin. Mais ceux qui ont acheté la version PC comme moi vont avoir la version Mac gratuite parce que je vais pouvoir jouer sur mon Mac. À la Steam? Non, à la Origin. Ah. c'est comme moins drôle. Ouais, c'est ça. C'est Origin. Ouais, c'est ça. Fait que... non, c'est Steam. C'est ça. C'est Steam, hein? C'est ça. Sinon, JM, as-tu quelque chose à nous proposer comme découverte? Non, on va pas cette semaine. J'ai rien téléchargé sur mon iPhone là, cette semaine. OK. Pour boucher du temps, j'ai un features qui était sur des... c'est un coup de 12, en fait, à Apple. Un features qui était sur les iMac 2009 et 2010. Il avait bidouillé, en fait, quelque chose sur le mini DisplayPort qui te permettait de l'utiliser comme écran externe pour d'autres choses. Et je suis allé chez un client aujourd'hui qui utilisait ça. Lui, il avait un truc illico branché HDMI à mini DisplayPort dans son ordinateur. Okay. Et quand tu faisais commande F2, tu basculais. Puis c'était la TV qu'il y avait là-dessus. Puis tout était beau. Les nouveaux iMac l'ont pas. Le gars, il s'est commandé un nouveau iMac. Fait qu'on plug, commande F2, commande F2. Il n'y a rien qui fonctionne. Fait que coup de 12 à Apple pour avoir enlevé ce features-là. C'est probablement parce que c'était trop difficile de le faire fitter dans du Thunderbolt. Il aurait fallu comme trop tweaker la patente, rajouter une coupe de puce s'il ne voulait pas. Mais c'est un feature qui était quand même intéressant puis qui n'est pas très connu de cet ordinateur-là, mais 2009-2010. Fait que les gens qui ont des iMac de cette période-là, 27 pouces uniquement. Si vous branchez un appareil qui donne du contenu, vous branchez, je ne sais pas, une Xbox, par exemple, ben vous pouvez jouer avec votre écran. Fait que c'était quand même intéressant pour des étudiants. Bon, j'ai pas de TV, je vais m'acheter un gros ordinateur, tout ça. Ben, ça pouvait devenir ta télévision. 27 pouces, quand tu mets ça dans une chambre, là, ça fait... Tu as juste à t'approcher, puis la qualité d'écran est incroyable. Exactement. Sinon, messieurs, ça fera un long podcast de quand même 1h30. Ouais. On avait dit à Jean-Marc, vu qu'il ne pouvait pas être là, qu'on allait y donner de la job en post-production. Mission réussie. Ben oui, gros fichier de je sais pas combien de mecs dans ton ordinateur. Là. Va falloir checker ça après. Là. Excellent. Et sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, Jean-Michel? On peut me retrouver sur Twitter au JM_Boily ou bien sinon sur les différentes parties du sud de Mac-Québec, le forum Mac-Québec Entraide. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je vous suggère fortement d'aller lire les articles de Jean-Michel sur Mac-Québec. Sont malades. Ou sur Windows Québec. Oui, sur Windows. Surtout celui de Vidéotron là, est très... Sur très Windows Québec, les articles celui de Vidéotron, là, ceux qui sont au courant de ce qui se passe chez Vidéotron, vous allez comprendre ce que je veux dire dans mon article. Ouais. Sinon, JF, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver à JFRoy1979 sur Twitter. Et c'est ça. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez maintenant aussi me retrouver, et je vous invite à me suivre sur le @ClickPom, CLICKPOM, et sur la page Facebook de ClickPom, nouvellement créée cette semaine. On va créer celle de LinkedIn bientôt. Et vous pouvez aussi me retrouver samedi le 13. Samedi le 13, je vais être sur la scène de l'Auditorium de Verdun contre Renaud Lepage, contre Benoît Chamontin, dit le Chico, et contre Fred Harper, Fred de Bouddha Harper. Et c'est pas l'Auditorium de Verdun, c'est à l'hôtel Espresso, au coin de René Lévesque et Guy. Ouais. C'est bien ça. Donc, venez nous dire salut, l'équipe de Mac-Québec va être là-bas. On va dire plein de niaiseries, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça ne changera pas. C'est ça. Bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines, messieurs. Ouais, dans 2 semaines. Merci, bye-bye. Bye.